Bonjour, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Ce que je vais dire va pas mal résonner avec ce que vient de dire Sophie Noël, parce que je vais parler de ce qui se passe à l'intérieur d'une maison d'édition, donc je vais parler de mon métier en fait. Je suis éditrice à Édition Amsterdam depuis 4 ans, j'ai commencé en stage, j'ai été auto-entrepreneur au SMIC pendant 3 ans, et là je suis enfin salariée à Édition Amsterdam. Voilà. Mon idée, c'est d'abord parler des difficultés économiques. Donc, Sophie Noël en a déjà un peu parlé, mais je vais en gros faire un petit tableau de ce qui se passe pour nous et pourquoi c'est compliqué. Et ensuite, parler en interne comment ça se passe et quelles sont les conséquences politiques en interne. C'est vraiment une question de micro-politique. Donc, notre modèle économique, il y a des entrées d'argent, il y a des sorties d'argent. Les entrées d'argent, c'est les ventes de livres en librairie, les ventes de droits à l'étranger quand on réussit à vendre nos livres en français à l'étranger, et puis les subventions, du CNL surtout, mais aussi de la région Île-de-France. Les sorties d'argent, c'est les impressions de livres, c'est les droits de traduction, c'est les droits d'auteur, et puis nos salaires quand même, et les loyers, impôts, etc. Donc dans l'ensemble, on est à l'équilibre, il y a autant de sorties d'argent que d'entrées d'argent. Le problème, c'est que c'est pas sur les mêmes temporalités. C'est-à-dire que nos livres, ils vont se vendre sur 5 ans, mais l'impression, il faut qu'on la paye en une fois. Et puis, après, il y a d'autres problèmes qui se posent. Par exemple, là, on a une vingtaine de titres qui sont épuisés. Il faut une sacrée trésorerie pour les ressortir. Et en même temps, c'est moins d'entrées d'argent par mois. Donc, c'est ce genre de questions qui se posent. C'est vraiment plutôt des questions de trésorerie. Donc ça, en gros, c'est ça notre situation. Donc je vais moi aussi affirmer que la question de l'indépendance, c'est un terme qui me semble un peu creux, parce que d'une certaine manière, quand on pense à l'indépendance, on pense à une sorte d'autonomie intellectuelle, qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, etc. En fait, on est très très dépendant d'une part des subventions du CNL, et puis même pour les éditeurs qui refusent de se faire aider par l'État, en fait. On est très dépendant du travail bénévole. Et là, je vais juste faire une petite parenthèse sur le fait que les Lumières radicales, donc ce gros pavé de 900 pages, c'était 37 €, mais c'est beaucoup de traductions bénévoles. Ou alors un crédit qu'on n'a pas fini de rembourser maintenant, 10 ans après. Donc je vais plutôt insister sur ces questions-là de travail bénévole et en fait de conditions de possibilité pour une maison d'édition. En fait, je pense que structurellement, tout le monde ne peut pas se permettre de travailler bénévolement. Que quand un éditeur lance une maison d'édition, il faut qu'il puisse avoir un modèle économique dans lequel il est obligé de penser une part de travail bénévole. Ce qui implique une forme d'homogénéité sociale à la tête des maisons d'édition. Tout le monde ne peut pas faire ça. Par ailleurs, il y a un autre effet en retour, c'est que comme les places sont chères, il n'y a pas beaucoup de postes d'éditeurs, il n'y a pas beaucoup de turnover, donc si on veut prendre la tête d'une maison d'édition, il faut la monter. Donc de fait, il y aura toujours la même homogénéité sociale à la tête des maisons d'édition. Ça, c'est une question un peu... politiquement, c'est problématique. Je pense que c'est problématique, tous les éditeurs le diront, c'est problématique de savoir que en fait, la plupart des éditeurs, c'est-à-dire des fondateurs de maisons d'édition, sont des hommes blancs, voilà, une sorte de profil social où il faut en fait savoir, disons, être un entrepreneur en fait, ce qui est voilà, c'est un profil sociologique. Et de fait, cette homogénéité sociale à la tête des maisons d'édition, ça crée aussi une figure au sens symbolique, donc la figure de l'éditeur indépendant, critique, qui ose porter une ligne éditoriale, qui prend des risques, etc. Je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que... C'est un profil qui n'est pas forcément porté par les éditeurs eux-mêmes. Souvent, c'est
quelque chose qui est entretenu par les libraires, par la presse, qui cherche en fait une figure comme ça, qui soit à la tête des maisons. Mais je pense que Sophie Noël en parle beaucoup dans son livre, donc peut-être qu'on pourra y revenir. Mais le problème là-dedans, c'est qu'en fait, ça masque une dimension très importante du travail éditorial, qui est que c'est un travail collectif. Donc j'ai parlé des traductions bénévoles, j'ai parlé du travail bénévole au début, au lancement d'une maison d'édition. Il y a aussi les réseaux amicaux, les réseaux par exemple, on a des formes de direction de collection qui sont informelles, c'est-à-dire, par exemple, Maxime Serville, qui est en face de moi, nous a quand même conseillé un certain nombre de titres. C'est pas comme s'il y avait une personne qui décidait d'une programmation éditoriale comme ça tout seul, c'est vraiment un travail collectif. Mais le problème, c'est que ça, c'est quelque chose de masqué. Et en même temps, les éditeurs aussi sont dans des situations de précarité sociale, de précarité économique, parce que la plupart du temps, ils ne se payent pas. Donc il faut aussi trouver des stratégies par rapport à ça, soit être entretenu, avoir un autre travail. C'est des questions assez compliquées. Et de fait, mon point là-dedans, en fait, c'est que la question de l'argent, en fait, c'est très central dans notre travail. C'est-à-dire que ça crée des relations au travail qui sont assez compliquées. Parce que il y a une sorte de coexistence à tous les niveaux de travail salarié et travail bénévole. Il y a ceux qui ont lancé la maison d'édition, qui étaient bénévoles, qui se sont vraiment lancés avec une sorte d'idée un peu passionnée, qui pensaient aussi avoir un retour à un moment, qui pensaient pouvoir se salarier. Il y a ceux qui arrivent plus tard, qui sont salariés immédiatement et qui du coup sont plus qui cherchent plus à faire valoir leurs droits de travailleur, c'est-à-dire, je sais pas, des horaires, un salaire, un statut. Donc ça crée des tensions, ça c'est évident. Et puis après, il y a quelque chose de plus large qui se passe, qui est que, par exemple, on va travailler avec des jeunes chercheurs qui sont eux aussi dans des formes de précarité économique. Qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien qui règle... disons, il n'y a rien qui formellement va régler nos relations avec ces auteurs. Donc, à part le contrat. Donc si le travail d'édition se passe mal, il n'y a rien qui va régler. On n'a pas de forme de gestion collective, en fait. Donc ça va être au cas par cas. Soit on va attendre calmement que le livre paraisse enfin en librairie et qu'on n'ait plus en entendre parler, soit on va carrément aller à l'affrontement. Enfin, il y a quelque chose là-dedans, en fait, il faut vraiment qu'on réussisse à penser collectivement, et je ne parle pas juste des maisons d'édition. Et je pense qu'en fait, En fait, je pense que je fais plus court que 20 minutes. J'ai un peu ramassé mon truc. Je suis un peu désolée si je fais trop vite, mais je pense qu'il y a quelque chose dans notre manière de travailler, dans notre manière de... dans les conflits qu'on peut avoir ou les problèmes qu'on peut avoir, qui s'apparentent beaucoup à ce qui se passe dans le milieu associatif. Donc la coexistence travail salarié, travail bénévole, j'en ai déjà parlé, mais il n'y a pas que ça, il y a effectivement ces questions d'auto-exploitation ou d'exploitation tout court, parce qu'il y a quand même aussi des stagiaires dans les maisons d'édition indépendantes. Il y a aussi une forme de... Comment dire ça ? De loi du silence dans les maisons d'édition, qui est un peu la même que dans les associations, c'est-à-dire on ne parle pas publiquement de ce qui se passe à l'intérieur, ce qui fait qu'aussi qu'il n'y a pas de lieu de résolution des conflits aussi par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu à l'extérieur, alors que dans les associations quand même elles ont réussi à penser des modes de gestion collective des conflits. Donc voilà, en gros, c'était un peu ça que je voulais dire. J'espère que vous poserez des questions intelligentes à la fin pour que je puisse me rattraper, parce que c'était pas super. Voilà, en fait, je voulais juste finir sur la manière dont Marion et moi, on essaye concrètement de régler cette question-là. Donc Marion, elle est dans le public, au fait, je vous l'ai dit comme ça. Donc nous, on est vraiment en charge de la maison d'édition depuis 2 ans, on est vraiment toute seule depuis 2 ans. C'est nous aussi qui avons la gérance, enfin, la signature à la banque et tout ça.
Donc on se trouve dans cette situation un peu paradoxale d'être à la fois notre propre patronne et notre propre salarié, de devoir parfois arbitrer entre ce qui est bon pour la maison d'édition et ce qui est correct pour nous. Et le modèle qu'on a mis en place et qui, je pense, fonctionne assez bien, c'est juste de se dire, d'une part, il est hors de question qu'on n'ait pas de statut légal. C'est pour ça qu'on a enfin réussi à être salarié. C'est pas de la faute du prédécesseur, hein, c'est que juste il n'y avait pas l'argent. Donc là, on a décidé que, en fait, tant pis, on le prendrait, enfin, on trouverait des solutions pour se payer correctement et avec un statut. Et on essaye aussi d'avoir des horaires de travail qui soient corrects, c'est-à-dire pour un SMIC, on travaille 4 jours par semaine en période creuse et autant de temps qu'il le faut en période de bouclage, mais on essaye quand même d'avoir quelque chose d'un peu équilibré où on ne se laisse pas entraîner par la passion du livre et où, quand même, oui, il faut qu'on ait une vie en dehors parce que sinon on va tous on va aller à la dépression en fait, donc voilà, c'est juste ça. Voilà, je pense que j'ai fini.